Allez, on avance, on va parler de touche. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans la touche avec ses principes mécaniques, ses stratégies. 80%, 20%. Direct, je vous le dis, c'est 80% de simplicité et timing pour 20% de complexité en réalité. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de ce document. Je ne vais pas rentrer dans les grands détails, encore une fois, je vais vous présenter les principes généraux. On va vaincre cette idée reçue déjà nette, que c'est une loterie, c'est ce qu'on peut voir chez les jeunes. Écoute, on a nos ballons, on n'a pas nos ballons, on ne sait pas trop. La réalité, en tout cas, c'est une arme de lancement redoutable, comme on a pu le voir en introduction. Et l'idée, ça va être que même avec 2 entraînements par semaine, une touche simple, bien synchronisée, va garantir des ballons propres et des essais assurés facilement. Un petit point sur le cadre légal et spatial, même si après vous allez avoir une vidéo complémentaire sur les règles du jeu. En tout cas, pensez bien, voilà, là il y a une ligne de remise en jeu. Voilà, avec une ligne de hors-jeu, on est à 10 mètres. Et là, l'opportunité, elle est énorme. C'est qu'en fait, quand vous allez lancer le jeu, vous allez avoir la défense qui va être à 20 mètres. Donc ça, c'est très important. Et à l'inverse, en défense, la difficulté, c'est que les autres vont être à 20 mètres. Donc il va falloir aller gagner du terrain. D'accord? Début de la touche, quand le ballon quitte les mains du lanceur, et fin de l'alignement, fin de la touche, quand le ballon sort des 15 mètres, porté ou pas, ou quand le ballon franchit la ligne de remise en jeu. Voilà. Le triangle de la conquête. Technique, communication, timing. La touche, c'est pas une question de taille, c'est l'exécution impitoyable de l'invisible. L'invisible, ça va être quoi? Ça va être tout ça. Ça va être ce jeu de dupes. Ok? Ça va être un jeu de poker menteur, pardon. Des informations offensives, donner des leurres, des faux trucs pour pam, exploiter un petit peu très vite les espaces. La technique, ça va être quoi? Ça va être la précision entre le lanceur et le sauteur, la coordination entre le lanceur-sauteur, entre le lifter et celui qui va sauter, la synchronisation entre celui qui va déclencher le mouvement, enfin voilà, entre les rôles de chacun. Donc la technique de bien réaliser le geste au niveau biomécanique, au niveau corporel, et cette histoire de synchronisation. Et bien entendu, au départ, la communication. C'est les 3 choses que vous avez à régler lors de l'entraînement. Et c'est l'entraîneur qui va poser le cadre de tout ça. Donc, au niveau de la biomécanique, le sauteur, transfère de la vitesse horizontale verticale, notamment via un pied d'appel. Voilà, quand on saute, souvent, c'est bien d'avoir un pied pour impulser le mouvement. Souvent, on ne vient pas sauter directement comme ça. Ça vient d'un élan horizontal, même s'il est très léger, pour de suite se propulser vers le haut. Le lifter avant, le lifter arrière, c'est 2 gestes un peu différents. Le lifter avant, il va avoir surtout un rôle d'équilibre, et celui arrière va avoir un rôle de propulser, et après de maintenir. Ok? En tout cas, observez bien les pieds, focus de l'entraîneur. Le succès du bloc réside dans les petits appuis de coordination. Sur ces 3 jours-là, c'est des petits appuis. Il n'y a pas de grands appuis, il n'y a pas de grandes choses. Petits appuis. Et l'idée, c'est on est sur une zone de saut. Et quand on retombe sur la même zone de saut. Au niveau du déclenchement, au niveau du timing, de cette synchronisation, c'est le lanceur et l'annonce. Il y a le lanceur et l'annonceur. Ok. Le starter, c'est celui qui va déclencher le fait que je lance la balle. Ok. Bien sûr, ça va être très important que le lanceur ait dans sa tête de se dire, je vais lancer la balle à tel moment. Et des fois, la cible elle va être visible, des fois, elle ne va pas être forcément visible. Des fois, elle va être invisible. La cible, c'est effectivement là où je dois envoyer le ballon. Et la difficulté, c'est que des fois, là où je dois envoyer le ballon, ça ne doit pas être visible. D'accord? On va voir pourquoi. Démystifier les annonces. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des annonces? Il y a un exemple d'annonce assez simple. Il peut y avoir une combinaison, c'est un peu une formule mathématique. Le couleur, on va annoncer une couleur, mais ça finalement c'est un leurre. Le chiffre, ça va être le sauteur. Et la zone, ça va être le mot. Donc rouge 4 devant. Donc le rouge, oublié, c'est juste pour embrouiller. 4 devant, ça veut dire que c'est le 4 qui va venir sauter devant. Donc à vous d'inventer un petit peu ces annonces et sachez qu'encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est de mettre dans les annonces des noms de code qui vont brouiller les pistes. C'est-à-dire des choses qui ne servent à rien en réalité. Donc voilà, encore une fois, l'annonce sert de repère visuel pour le starter. Ok, je vous laisserai lire le document après un peu plus en détail. Une chronologie balistique. Ok, balistique, c'est le fait d'envoyer un objet.
Donc au départ, ça va démarrer avec l'annonce, on arrive, donc on annonce. Donc ça fait un repère commun à tout le monde. Hop là, on se met en position. Et après, il va y avoir un déplacement rapide au niveau du sol. Donc souvent, c'est un joueur qui va faire un mouvement. Et là, tout va se passer au niveau du sol. Ok, les joueurs vont devoir se déplacer. Et au moment où on sait que nous, on va sauter, ça c'est le déclencheur, c'est le starter. Ok, c'est lui qui va faire l'appel. C'est lui qui va faire son. Donc soit il fait un signe de la tête, soit il fait un signe de main, comme ça. D'accord. Tout autre signe dans l'idée que le sauteur, le lanceur se dise ah, ça y est, c'est parti. Il faut que j'envoie la balle. Ok. Ensuite, il va y avoir le saut. Et enfin, la rencontre entre le ballon et le sauteur. Et ça, c'est très très important aussi. Ce timing-là, l'idée, c'est de choper le ballon le plus haut possible suivant la zone du saut, ou alors directement dans les mains. Si on est souvent en premier bloc, ça peut être à ce niveau-là. En tout cas, sachez bien que le sauteur ne doit jamais atteindre la balle en l'air. Sinon, ça c'est visible et les autres ils vont sauter et nous piéger. Et le ballon et le sauteur se rencontrent au point culminant. Je vous laisserai encore une fois lire les détails dans le document que vous aurez en accès. Philosophie offensive, les fondements. Donc là, on va passer un petit peu aller un petit peu plus loin sur cette histoire d'attaque. Pour favoriser le lancement, mais bien sûr, ça va dépendre aussi des conditions climatiques, comme on l'a vu depuis le début. Question de démarquage. Encore une fois, c'est d'ailleurs ce que j'aime à faire déjà chez les tout jeunes, dès les moins de 12, moins de 14, c'est déjà apprendre à se démarquer, apprendre à se mettre dans une zone où il n'y a personne. C'est pour ça que souvent on parle de zone en touche et pas d'endroit précis. D'accord. Les liaisons, très très important, les liaisons entre les différentes personnes et, euh, et les liaisons par rapport au fait que une fois qu'on a gagné le ballon, l'idée ça va être de l'éjecter, de sortir le ballon. Et là, il y a différentes formes de sortie. On peut l'envoyer directement en l'air, ou alors je tombe au sol et je fais la passe, ou alors on peut enclencher un ballon porté, ou alors effectuer un peel-off, c'est-à-dire un joueur qui va venir arracher la balle et qui va de suite attaquer la ligne d'avantage. Deux types de systèmes qu'on peut explorer sur la touche. Le système à l'initiative, à la vitesse, il n'y a pas de mouvement, on rentre, on saute. Et le système avec mouvement. Et des fois, le système à l'initiative peut être vraiment très très intéressant. Je vous laisserai encore une fois, il y a les principes et les avantages, les inconvénients et comment l'exécuter sur ces deux systèmes-là. Ce qui est nécessaire juste de comprendre, c'est qu'à l'initiative, ça marche vraiment très bien, mais ça nécessite un gros travail de coordination. Ok. Et en mouvement, ça nécessite aussi pareil un travail de déplacement et tout ça pour brouiller un petit peu les pistes. Après, ce qui va être intéressant, souvent, c'est d'alterner ces deux types de choses. Au niveau de la défense, l'art du contre, il y a des joueurs qui sont assez spécialistes là-dedans. Et encore une fois, il n'y a rien de magique, c'est pas inné, c'est des choses qu'on va devoir développer. C'est avant tout aussi une passion, avoir envie de faire ça. En tout cas, sachez que 80% des choses vont se jouer au sol et 20% en l'air. Déjà, rien qu'au sol, on peut voir si on a gagné ou pas la balle. En tout cas, l'objectif, ça va être de se préparer à gagner la balle et directement préparer la contre-attaque, bien entendu. La phase de conquête n'est qu'une étape. Qu'est-ce que va viser le joueur? Qu'est-ce qu'il peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut regarder en défense chez les joueurs adverses? On peut regarder les épaules, les appuis, puisqu'on sait qu'à un moment donné, ils vont devoir prendre leur élan, on sait qu'à un moment donné, ils vont devoir se tourner pour venir sauter. Le regard aussi, si jamais il y en a un qui regarde le lanceur, on peut se douter que c'est lui qui va sauter. Voilà, on peut identifier aussi différents profils. S'il y en a un qui fait 140 kg, on peut se dire qu'il est un peu lourd et massif, c'est peut-être pas lui qui va sauter. S'il y en a un qui est petit, voilà. On peut identifier toutes ces choses-là et bien sûr reconnaître aussi les tendances de ce que fait l'équipe depuis le début du match. Ok. En tout cas, pensez bien que la défense commence avant le lancer. Apprenez à vos joueurs à gagner la bataille mentale au sol en identifiant les blocs adverses. Vous voyez les équipes qui indiquaient déjà c'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous voyez du signe de la main, ils arrivaient. C'est bon, c'est lui, ça va être devant, ça va être devant, ça va être derrière. Ok, n'hésitez pas à faire ce genre de choses pour duper et que l'adversaire soit un peu dans le flou. Sur la partie exercice terrain, filmez vos entraînements de touche. Ça peut être vraiment intéressant de filmer, d'envoyer ça après aux joueurs, dans l'idée que s'ils n'arrivent pas à le voir en temps réel, vous filmez vos entraînements, vous faites des petits clips vidéo comme ça, et après, comme ça, à tête reposée, ils peuvent regarder, ils peuvent se dire, ah ouais, mais en fait, moi je suis comme ça, et en fait, c'est que quand il saute, il fait toujours comme ça, et comme ça vous permet de détecter ce que font les autres. Là aussi, en défense, on aura deux types de systèmes. En attaque, on a vu à l'initiative et en mouvement, et là, c'est système fermé. C'est-à-dire qu'on met en place nos blocs sauts et ils vont pas bouger. On se dit, voilà, c'est pas grave, on se met en 1 et en 2 et on va sauter ici. D'accord.
Ou sinon, on se dit système ouvert, défense miroir, et on essaie de s'adapter, justement, comme on a vu juste avant, par rapport à ce qu'on va lire de la défense. Ça peut être bien le système fermé au départ quand on est pour rassurer, avec des débutants et tout ça, ou si jamais on est en difficulté au niveau de la touche. Système ouvert, c'est un peu plus pour les plus expérimentés. Je vous laisserai lire encore une fois le détail du document. La cartographie, stratégie, scénario. Bien évidemment, on l'avait vu en introduction générale, suivant la zone du terrain où on va être, il va être nécessaire de faire des différents types de touches, avec différents scénarios. Là, on voit scénario A, scénario B. On peut s'imaginer qu'avec une météo et tout ça, suivant comment ça va être, pourquoi pas de se dire, tiens, on verrouille devant en défense pour les obliger à lancer derrière. Et vu qu'ils sont fébriles derrière ou qu'il y a du vent, de la pluie, du coup, on a plus de chances de récupérer la balle. Il peut y avoir ces différentes choses de système. Au niveau de la touche, on peut faire des molles. Alors, le moll un petit peu de manière spécifique, ça se travaille aussi, et puis ça peut être un très bon moyen de récupérer des pénalités, de récupérer des cartons. C'est vraiment très très conseillé de faire ça, pourquoi pas, dans les 22 adverses ou dans nos 22. Dans nos 22, ça permet de fixer la défense et ça permet au numéro 9, au numéro 10 d'avoir un peu plus de temps de préparer le jeu au pied. Et à l'inverse, dans les 22 adverses, en position de marquer, ça permet justement de pouvoir marquer, de pouvoir mettre l'adversaire à la faute et de prendre des cartons ou des essais de pénalité. En tout cas, il va falloir se structurer avant de pousser, ça c'est très important. Dès qu'on retombe au sol, c'est là que la structure va commencer à se mettre en place. Et après, on va pousser. Queue de poisson, le ballon n'est pas donné, il est plutôt arraché vers l'arrière. C'est que des petits arrachements de balles, parce que le risque là, c'est que la balle, elle tombe si jamais, vous savez, on est au contact et tout ça. Donc si on donne la balle, c'est très dur. Il vaut mieux que le joueur garde la balle et que c'est un autre qui vienne l'arracher pour sécuriser tout ça. Au niveau de la défense, il peut y avoir ce qu'on appelle, un peu comme au football US, un saccage. Le défenseur qui vient saquer l'attaque, c'est-à-dire un qui vient immédiatement à la redescente du ballon et qui vient empêcher la structure offensive. Ou qui vient, vous savez, un peu mettre la main sur la balle ou venir un peu gêner comme ça. Vous voyez, je redescends, mais je me colle direct au joueur et j'essaie comme ça d'emprisonner la balle ou de faire tourner le molle. Voilà. Le manège, c'est faire pivoter le mode adverse pour ouvrir les failles. Voilà, on peut essayer aussi de pivoter. En tout cas, l'idée, c'est de ne surtout pas écrouler le molle. Ça, c'est absolument interdit. C'est là que c'est dangereux et qu'on prend les cartons. Vous aurez quelques fiches terrain qui vous permettront de travailler le bloc à vide pour la sécurité, le timing avec le lanceur et les touches complètes. Je vous laisserai regarder ça, ces fiches terrain. Je vous laisserai aussi regarder un petit peu ce qu'on peut faire au niveau pédagogie d'entraînement. Voilà, avec différentes structures. En tout cas, les 5 choses à retenir, pensez bien que la vitesse bat la complexité. Privilégiez toujours une organisation réduite, parfaitement maîtrisée. Sécurité avant tout. Pas de compromis sur le gainage du sauteur, la posture des lifters. Observez bien. Si vous voyez que le lifter part avant, non, c'est pas bon. Si vous voyez que les lifters, ils sont bras tendus, c'est pas bon. Si on lâche le joueur avant qu'il ait les pieds au sol, c'est pas bon. Ça, c'est très important. Le lanceur et le déclencheur. Pas de mouvement d'armée parasite, le lancer par les abdos. Pas de petits trucs comme ça, de petites feintes. De toute façon, c'est interdit. Pam, on envoie d'un geste précis. La magie du starter, celui qui va déclencher. Repère visuel, c'est très important d'avoir une sorte de connivence entre les deux. Et ça se travaille aussi à l'entraînement. Et entraîner le sans ballon, 80% de la réussite technique se valide lors des répétitions à vide. Voilà, ne pas hésiter aussi. Alors 80% de la réussite, je ne sais pas si ces statistiques sont réelles. En tout cas, le sans ballon peut être aussi à ce moment-là intéressant par rapport à la synchronisation et le détail des mouvements. On va passer sur les règles du jeu.